Le restaurant brillait d'une lueur dorée. Les verres à vin tintaient pour célébrer le nouveau titre de ma belle-fille. Je me tenais près du pupitre d'accueil, mon fils juste à côté de moi. Ma belle-fille s'est penchée et a dit doucement, assez sèchement pour fendre la pièce en deux. « Tu n'as jamais fait partie de cette famille. » Mon fils s'est figé un instant, puis a détourné le regard. Quelques invités ont jeté un coup d'œil, certains ont froncé les sourcils, d'autres ont pincé les lèvres de pitié. Je suis restée abasourdie, le visage en feu, la gorge nouée par la honte. Elle a ajouté, dégoulinant de sarcasme, « Pense à réchauffer les restes dans le frigo. Ne gaspille pas la nourriture. » Je ne pouvais plus respirer en pensant à la chemise que je venais de repasser pour mon fils ce matin et à l'acompte de la maison qui est à mon nom. J'ai laissé échapper un rire amer alors que la musique de la fête de promotion enflait derrière moi. Je suis sortie, laissant le vent nocturne d'Aix-en-Provence balayer mes joues brûlantes. À l'intérieur, la douleur s'est refroidie, laissant place à une clarté glaciale et effrayante. Je suis rentrée chez moi, j'ai enlevé les vieilles boucles d'oreilles, j'ai ouvert le coffre-fort et j'ai sorti le dossier que je gardais discrètement depuis 3 ans. Et dès demain, elle apprendrait que certains dîners ne se réchauffent jamais et que certaines mères, lorsqu'elles se taisent, ne font que commencer à recouvrer chaque dette. Si vous m'écoutez encore, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez est une nouvelle marque dans ce voyage. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour qu'elle puisse aller encore plus loin. Je m'appelle Caroline Dubois. J'ai 63 ans et je vis près d'Aix-en-Provence, dans une maison de 2 étages couleur crème que j'ai aidé mon fils à acheter il y a 3 ans. Cette nuit-là, avec la musique du restaurant Le Mirador qui résonnait encore quelque part dans ma tête, je me suis assise sur une chaise de cuisine, fixant mon téléphone qui brillait d'un message. « Suegra, pense à réchauffer les restes dans le frigo. Ne gaspille pas la nourriture. » Cette phrase, écrite en toutes lettres, signifiait clairement « Belle maman, pense à réchauffer les restes dans le frigo. Ne sois pas dépensière. » Non, merci. Pas de point d'exclamation, juste un ordre froid, comme si j'étais la domestique. J'ai regardé autour de moi dans la cuisine où tout brillait. Chaque carreau, je l'avais choisi moi-même. Tout avait été acheté avec mes économies après la vente de la petite maison où mon mari était décédé. À l'époque, Étienne m'avait dit « Maman, vends la vieille maison. C'est trop solitaire pour toi toute seule. Viens vivre avec nous, Madeleine et les enfants. Ce sera plus joyeux pour tout le monde. » Je l'avais cru. Je croyais entrer dans des années paisibles, près de mes petits-enfants, soignés et aimés. Mais ce soir, dans cette cuisine lumineuse, avec ce message flamboyant sur mon écran, j'ai compris que je n'avais jamais appartenu à cette maison. Je me suis levée et j'ai pris une profonde inspiration. Pas de larmes, pas de cris. J'ai commencé à débarrasser la table, chaque mouvement comme si je rassemblais les derniers morceaux de ma fierté. Les verres rincés, les torchons suspendus, la plaque de cuisson essuyée. J'ai ouvert le frigo, j'ai regardé le poulet rôti à moitié mangé et quelques frites froides, et j'ai ricané. Madeleine avait raison. Je ne les laisserai pas se perdre, mais pas de la manière qu'elle imaginait. Je suis allée dans ma chambre et j'ai allumé la lampe de bureau. Sur l'étagère, il y avait une photo de mon mari, Robert, décédé il y a 8 ans d'un accident vasculaire cérébral. « Robert », ai-je murmuré. J'ai tenu ma promesse. J'ai pris soin de notre fils comme tu le voulais, mais il est peut-être temps que je prenne à nouveau soin de moi. Ses yeux dans le cadre étaient aussi doux que jamais, et je savais qu'il comprendrait. J'ai ouvert le coffre-fort et j'ai sorti un épais dossier cartonné marron au coin usé. À l'intérieur, il y avait tout.
des relevés bancaires, des reçus de virement, une photocopie du contrat d'achat et, le plus important, l'acte de propriété à mon nom. Caroline Dubois, pas Étienne, pas Madeleine. Je l'avais gardé ainsi par précaution, une habitude prudente après une vie entière dans la comptabilité. Seul moi et l'avocat, maître Henri Leclerc, le savions. J'ai ouvert mon vieil ordinateur portable et j'ai branché une clé USB argentée. Dessus, il y avait 17 enregistrements que j'avais sauvegardés au cours des 3 dernières années. Des conversations que j'avais surprises quand il pensait que je n'étais pas là. Madeleine avait dit à une amie « C'est comme avoir une bonne à tout faire gratuite. Elle cuisine, nettoie et garde les enfants. Je n'ai même pas besoin de la remercier. » Aucune traduction n'était nécessaire. Chaque mot coupait comme une lame. Je ne les ai pas supprimés. Je les ai sauvegardés parce que je savais que j'en aurais besoin un jour. Ensuite, j'ai ouvert un autre dossier. Des photos de reçus, de relevés, de virements, chaque euro que j'avais dépensé depuis la vente de ma vieille maison. Chaque image était la preuve d'un sacrifice méprisé. Je les ai tous glissés dans un nouveau dossier nommé « Liberté ». Puis, j'ai écrit une lettre manuscrite à Étienne. Chaque mot était lourd comme une pierre. Étienne, mon fils, l'amour ne signifie pas laisser les autres te piétiner. Je suis restée silencieuse trop longtemps. Et dans ce silence, je me suis perdue. Je pars non par colère, mais pour survivre. Sur la table se trouvent des papiers que tu dois lire attentivement. Cette maison, mon fils, n'est le trophée de personne. C'est mon sang et mes larmes. Lis attentivement avant d'utiliser le mot famille. Maman. J'ai posé la lettre soigneusement sur la table de la salle à manger, à côté d'une copie de l'acte de propriété et d'une pile de relevés financiers. La lumière de la suspension en verre se déversait sur la page, faisant briller la dernière ligne. Lis attentivement avant d'utiliser le mot famille, comme un avertissement. Avant de partir, j'ai ouvert le placard et j'ai pris la valise bleu foncé que Robert et moi avions emportée lors de notre dernier voyage en Bretagne. À l'intérieur, j'ai mis quelques vêtements, mon journal, mes médicaments et notre vieille alliance qui brillait encore. Puis, j'ai regardé autour de la pièce. Tout était étrangement silencieux. Je suis allée à la cuisine, j'ai décroché les clés de la maison du crochet et je les ai serrées fort. Non pas parce que j'avais peur de les perdre, mais parce que je savais que ces clés seraient ma déclaration finale. Je suis la seule à avoir le droit d'entrer dans cette maison. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait défiler mes contacts et j'ai appelé Marthe Langevin, mon amie la plus proche depuis plus de 20 ans, la seule femme en qui j'ai confiance. Sa voix a tremblé quand elle m'a entendue. Caroline. Mon Dieu, ta voix est étrange. Est-ce que tout va bien? Marthe, j'ai besoin d'un endroit pour dormir ce soir, juste une nuit. Tu as toujours une chambre ici. Viens, je vais faire du café. Sa voix était comme une couverture chaude par une nuit froide. J'ai mis fin à l'appel, puis j'ai composé le numéro d'Amélie Dubois, ma nièce, une avocate spécialisée en droit de la famille et de la propriété. Je lui avais déjà laissé entendre quelque chose, mais ce soir, j'étais claire. Amélie, peux-tu me voir demain matin? Nous devons parler de la maison. Tante Caroline, bien sûr. Je préparerai les documents. 9 heures à mon bureau, d'accord? D'accord. Et Amélie, ne le dis à personne. Ça reste entre nous. Le dernier appel était pour Maître Leclerc, qui avait géré les papiers du transfert il y a 3 ans. Sa voix était rauque, mais ferme. Madame Dubois, vos documents sont entièrement valides. Cette maison est à votre nom. Personne ne peut la transférer sans votre signature. Merci, Maître Leclerc. J'avais juste besoin d'une confirmation. J'ai raccroché et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vraiment en paix. Avant de partir,
J'ai traversé chaque pièce, touchant le canapé, les photos de famille sur le mur, le four qui portait encore l'odeur des restes. J'ai tout absorbé une dernière fois, comme si je fermais un chapitre. L'horloge indiquait 23h45. J'ai roulé ma valise jusqu'à la porte, j'ai fermé à clé soigneusement, puis j'ai retiré la clé et l'ai glissée dans mon sac à main. Le clic a retenti, sec mais lourd. Dehors, la nuit provençale était silencieuse. J'ai levé les yeux vers le ciel, baigné d'un clair de lune argenté. Et j'ai pris une longue inspiration. Le vent nocturne portait l'odeur de la lavande du jardin du voisin. J'ai commencé à marcher, chaque pas plus léger que le précédent. Et à l'intérieur, je savais que ce soir, je ne partais pas pour fuir. Je partais pour reprendre ma vie en main. Je me suis retournée pour regarder la maison, les lumières du salon se déversant par la fenêtre comme des yeux vides. J'ai murmuré « Dors bien, ma maison ». Et alors que je posais le pied sur le trottoir, mon ombre s'étirait sous le lampadaire, emportant ce qui restait. Une mère, une valise et les clés pour rouvrir sa propre vie. L'expansion de mon départ a été une libération progressive, chaque étape étant un maillon d'une chaîne que je brisais enfin. La conversation avec Marthe, par exemple, a été plus longue que quelques phrases. Quand elle a entendu le tremblement dans ma voix, elle n'a pas seulement offert un lit, mais un sanctuaire. Caroline, ne me dis rien si tu ne veux pas, mais sache que ma porte n'est pas seulement ouverte pour une nuit. Elle est ouverte aussi longtemps que tu en auras besoin. Il y a de la soupe chaude qui t'attend et une oreille qui ne jugera jamais. Ces mots ont été les premiers à me faire sentir que je n'étais pas seule, que le monde extérieur existait encore et qu'il y avait de la gentillesse au-delà des murs de cette maison que je venais de quitter. Le trajet en voiture jusqu'à chez Marthe, qui vivait dans un petit village voisin, a été un voyage à travers mes souvenirs. Chaque virage de la route sinueuse me rappelait un moment passé avec Robert. Nous avions emprunté cette même route pour aller à des marchés locaux, pour visiter des amis. La douleur de son absence s'est mêlée à la nouvelle douleur de la trahison de mon fils, créant une tristesse profonde, mais étrangement purificatrice. Je n'étais pas seulement en train de fuir une situation insupportable. Je retournais vers la femme que j'étais avant que le chagrin ne m'aveugle et que la solitude ne me rende vulnérable. À mon arrivée chez Marthe, elle m'a accueillie avec une étreinte qui en disait plus que n'importe quel mot. Elle ne m'a pas bombardée de questions. Elle m'a simplement installée dans la chambre d'amis, qui donnait sur son jardin luxuriant, et m'a apporté une tasse de tisane fumante. « Bois ça, Caroline. Ça va t'aider à te calmer. Nous parlerons demain, quand le soleil sera levé. » Cette nuit-là, allongée dans un lit qui n'était pas le mien, j'ai repensé à l'appel avec Amélie. Ma nièce n'avait pas été seulement professionnelle. Il y avait une lueur de combativité dans sa voix. « Tante Caroline, je savais que ce jour viendrait. J'ai déjà commencé à rassembler des informations sur des cas similaires. Ne t'inquiète pas, nous allons construire un dossier en béton. Personne ne te marchera dessus tant que je serai là. » Son assurance m'a donné une force que je ne pensais plus avoir. Elle était le prolongement de l'esprit combatif de Robert, et cela m'a réconfortée. Le silence de la maison de Marthe était différent du silence de la maison d'Étienne. Là-bas, le silence était lourd de non-dits, d'attente et de déception. Ici, il était paisible, rempli du chant des grillons et du murmure du vent dans les oliviers. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti mes épaules se détendre. La tension qui m'avait habité si longtemps commençait à se dissiper, remplacée par une détermination tranquille. Avant de m'endormir, j'ai sorti le journal que Robert m'avait offert. Je l'avais à peine touché depuis sa mort. Cette nuit-là, j'ai écrit. J'ai écrit sur la douleur, la colère, l'humiliation.
mais j'ai aussi écrit sur l'espoir. J'ai écrit sur la femme que je voulais redevenir. Une femme qui se respecte, qui connaît sa valeur et qui ne se laissera plus jamais réduire au silence. J'ai écrit « Ce soir, je ne suis plus une ombre dans la maison d'un autre. Je suis Caroline Dubois et je suis en chemin pour rentrer chez moi, même si je ne sais pas encore où se trouve ce chez moi. » Le lendemain matin, en me réveillant, j'ai vu la lumière dorée de la Provence inonder la chambre. Je n'avais pas de liste de tâches qui m'attendaient, pas de petit déjeuner à préparer pour des gens qui ne me voyaient pas. J'étais libre. Et cette liberté, aussi effrayante soit-elle, était la chose la plus précieuse que j'avais. J'étais prête à me battre pour la garder. Il y a 3 ans, j'ai perdu Robert, mon mari, l'homme qui a partagé plus de 40 ans avec moi. Il est décédé après 6 mois de lutte contre un cancer du pancréas. Ces 6 mois ont été les plus longs, les plus douloureux et les plus silencieux de ma vie. Chaque matin, je faisais du café et je posais une tasse supplémentaire à côté de la mienne, même si je savais qu'il ne la boirait plus jamais. La maison que nous avions à Avignon, où nous avions élevé Étienne, ne contenait que le tic-tac de l'horloge murale et le froid qui s'infiltrait par les fenêtres. J'avais pris l'habitude de me réveiller tôt, d'ouvrir les rideaux et de murmurer « Bonjour, Robert », sans que personne ne me réponde. Les funérailles de Robert ont eu lieu par une journée de février mordante. Tout s'est déroulé comme dans un film au ralenti. L'odeur des chrysanthèmes blancs, la musique de l'église, les mains d'Étienne sur les miennes, sans chaleur. Madeleine se tenait à côté de mon fils dans un manteau noir, le visage convenablement solennel, mais les yeux lointains. Elle a déposé un bouquet de roses sur le cercueil et a dit doucement « Reposez en paix, Monsieur Dubois. » Cela m'a glacée. « Monsieur Dubois, pas papa. » Une petite distance, juste assez pour me serrer le cœur. Après les funérailles, je suis retournée dans notre vieille maison à Avignon. Chaque pièce était un souvenir. La marque de brûlure sur la table de la cuisine, souvenir du jour où Robert avait oublié le poêle. Le mur du salon, où Étienne avait autrefois gribouillé avec des crayons de cire. Le fauteuil, où Robert lisait le journal chaque dimanche matin. Tout était là, et tout était vide. Je cuisinais moins, je mangeais moins, je parlais moins. Le temps s'écoulait, comme le sable, dans un vieux sablier. Et parfois, je me demandais si le monde finirait par oublier que j'existais, si je restais immobile assez longtemps. 2 semaines plus tard, Étienne et Madeleine sont venus me rendre visite. Ils ont apporté des tulipes et une tarte au citron que Madeleine a qualifiée de « fête maison », bien que j'ai reconnu le goût de la pâtisserie. Ils se sont assis dans le salon, parlant doucement, essayant de paraître attentionnés. Je savais qu'ils s'inquiétaient, mais les yeux d'Étienne cachaient autre chose, comme s'il était venu non seulement pour me voir, mais pour réciter un texte préparé. « Maman » commença Étienne, la voix douce mais hésitante. « Madeleine et moi avons acheté une maison près de Valbonne, près de mon travail. Il y a un grand jardin et une chambre juste pour toi. Je ne veux pas que tu vives seule dans cette maison pour toujours. » Madeleine a souri, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. « C'est vrai, maman. Nous nous inquiétons que tu sois trop seule. Viens vivre avec nous, comme une vraie famille. » Je les ai regardés, mon fils et la jeune femme qu'il adorait, et mon cœur endeuillé a fondu. Après les funérailles, la solitude m'avait rongée. L'idée de vivre avec eux, d'entendre les rires des enfants, de préparer le dîner chaque soir, cela me piquait les yeux. « Vous êtes sûr ?» ai-je demandé doucement. « Je ne veux pas être un fardeau. » Étienne a souri. « Un fardeau ?
Maman, cette maison est aussi ta maison. Nous vivrons ensemble, comme avant. Ces mots, aussi chaleureux qu'ils paraissaient, sont devenus le début de tout. Madeleine a sorti une brochure imprimée, expliquant qu'il leur manquait environ 120 000 € pour la compte afin de réserver la maison. Le marché est fou, a-t-elle dit avec un rire gêné. Un petit plus et nous y sommes. Étienne m'a regardé, les yeux suppliants. Maman, je sais que tu as des économies. Si tu vends cette maison, nous pourrons couvrir la compte. Ensuite, tu emménageras avec nous. Tu n'auras plus à te soucier de rien. Je suis restée silencieuse un long moment. C'était l'endroit où Robert et moi avions commencé avec rien. Chaque coin était le fruit de nos efforts, de nos souvenirs, de notre souffle. Mais en regardant les yeux d'Étienne, en l'entendant dire « nous », j'ai vu notre famille renaître après le deuil. Alors j'ai hoché la tête. 3 mois plus tard, la maison d'Avignon était vendue. Après les frais, il me restait exactement 120 000 €, juste assez pour la nouvelle maison près de Valbonne. Je suis allée au bureau de maître Henri Leclerc, l'homme avec qui Robert et moi avions travaillé pendant des années. Il a regardé par-dessus ses demi-lunes, la voix ferme. « Caroline, si tout cet argent vient de vous, je recommande que la maison soit à votre nom. Vous pourrez la transférer à Étienne plus tard, mais pour l'instant, protégez-vous. » J'ai été surprise. « Mais c'est la maison de mon fils. Je les aide juste à l'acheter. » Maître Leclerc a eu un petit sourire triste. « Faites-moi confiance, Madame Dubois. Aidez, oui, mais gardez les papiers clairs. Le monde change parfois plus vite que le cœur des gens. » J'ai suivi son conseil, et c'est peut-être la décision la plus sage que j'ai jamais prise. Le jour de la signature, Étienne a lu chaque clause. Quand Maître Leclerc a demandé « Le propriétaire enregistré temporaire sera Caroline Dubois. C'est exact ?» Étienne a répondu immédiatement, sans hésitation. « C'est très bien, maman. Cette maison est à nous. » À nous. Je me souviens de ces 2 mots. Ils m'ont fait confiance, m'ont détendu, m'ont fait croire que rien ne pourrait ébranler le lien entre une mère et son fils. La maison de Valbonne était toute neuve. Murs blancs, toit de tuiles rouges, pelouse verte. Ma chambre était au rez-de-chaussée, petite mais lumineuse, avec une fenêtre donnant sur des lavandes. Madeleine a dit « J'ai choisi cette chambre pour toi, pour que ce soit plus facile pour te déplacer. » J'ai été touchée, ne sachant pas que la vraie raison était de me tenir éloignée de la chambre principale à l'étage. Le jour de l'emménagement, Madeleine a préparé le premier dîner. Des pâtes à la crème de champignons. Elle rayonnait, levant un verre de vin à un nouveau départ. Maintenant, nous sommes une vraie famille. J'ai levé mon verre, croyant chaque mot. Je ne savais pas que ce vin était mon adieu à une vie facile. La première semaine, j'ai aidé à déballer, à décorer, à arranger les fleurs. La deuxième semaine, Madeleine m'a demandé de garder les enfants parce qu'elle devait partir tôt pour le travail. La troisième semaine, une liste de tâches est apparue sur le frigo. Lessive, vaisselle, nettoyage des chambres, préparation du dîner, pliage des vêtements des enfants. Je pensais que c'était une aide temporaire, le temps qu'ils s'installent, mais le temporaire s'est étiré mois après mois. Étienne était occupé en tant qu'ingénieur, rentrant souvent tard. Madeleine gravissait les échelons dans le secteur bancaire. Et moi, je suis devenue gouvernante, cuisinière, nounou et parfois un fantôme. Le matin, je me levais à 6 heures. Je préparais le café, le petit déjeuner. Madeleine partait en tailleur avec un parfum coûteux. Étienne lançait un « Merci, maman » et disparaissait avec elle. L'après-midi, je faisais la lessive, je préparais le dîner, j'aidais les enfants avec leurs devoirs. La nuit, je les entendais parler dans leur chambre, parfois se disputant, parfois riant, et je restais allongée dans mon lit, fixant le plafond, me disant
Je vis avec ma famille. Je devrais être reconnaissante. Mais la gratitude s'est transformée en fatigue, puis en vide. Personne ne me demandait si j'avais bien dormi, si j'avais mangé, ou si j'avais besoin d'un contrôle de la vue. Seule la liste de tâches était rafraîchie chaque semaine, écrite au marqueur rouge, collée sur le frigo. Une fois, j'ai oublié l'adoucissant. Madeleine me l'a rappelé d'une voix aussi légère que de la soie et tout aussi froide, me faisant rougir. « Caroline, je sais que tu es plus âgée, mais la maison a encore besoin de discipline, n'est-ce pas ?» Je suis restée silencieuse. J'avais appris que se disputer ne faisait que rendre les choses gênantes pour Étienne. Je ne ferai pas ça à mon fils. Lentement, nous vivrons ensemble, s'est transformé en un contrat non signé. Mon paiement en travail, le leur en indifférence. Je n'étais plus maman, mais la personne en charge de la maison. Je n'avais plus de chambre à moi, seulement l'espace pratique du rez-de-chaussée. On ne me demandait plus mon avis, on m'assignait seulement des tâches. Malgré tout, je croyais que cela changerait. Quand Madeleine se détendrait, quand Étienne remarquerait, quand les enfants grandiraient. J'avais tort. Il m'a fallu 3 ans pour comprendre. Je ne vivais pas avec eux. Je travaillais pour eux dans la maison même que j'avais achetée avec mon propre argent. Le piège dans lequel j'étais tombée ne s'était pas refermé d'un coup sec. Il s'était clos avec des mots doux, des sourires convaincants et une promesse apparemment inoffensive. Nous vivrons ensemble. J'y avais cru. Et 3 ans plus tard, cette croyance est devenue l'arme qui m'a le plus blessée, mais aussi celle qui m'aiderait à gagner. Chaque matin, le réveil sonnait à 5 heures. Je me levais doucement, faisant attention à ne pas faire grincer le parquet. Madeleine n'aimait pas les bruits inutiles. Je préparais le café pour Étienne, le petit déjeuner pour Noé, 9 ans, et Élie, 6 ans. Œufs au plat, toast, jus d'orange, toujours portionnés pour chaque enfant. Au moment où je posais les assiettes, Madeleine sortait de sa chambre. Chemisier blanc, jupe crayon, talons claquants comme un métronome. Son parfum coûteux inondait la cuisine, noyant l'odeur du café frais. Elle ne disait jamais bonjour. Elle embrassait les enfants et rappelait « Pas de sucre pour Élie, maman, tu te souviens ?» Puis elle attrapait son sac, me jetant un regard qu'on accorderait à un meuble. La porte se fermait, le parfum flottant dans l'air, rendant la respiration difficile. Étienne était différent. Il était aussi doux que jamais. Mais sa douceur s'était durcie en silence. Chaque matin, quand je lui versais son café, il disait « Merci, maman ». Les yeux rivés sur son téléphone. Les mots étaient devenus une habitude, pas un sentiment. Je me disais « Il est occupé. Laisse tomber ». Mais mon cœur se serrait. Il n'y a peut-être rien de plus solitaire que de se faire parler par quelqu'un que l'on aime d'une voix d'obligation. Je débarrassais la table, ramassais la vaisselle, lavais les serviettes, rangeais les pièces, des tâches enchaînées sans jour de repos. Je pensais autrefois qu'aider ses enfants était une joie, jusqu'à ce que je réalise que la joie n'existe que lorsque l'on est remercié. Le soir, après le dîner, Madeleine allait à l'évier, passait un doigt sur le bord et disait, d'un ton doucereux et piquant, « Caroline, l'évier n'est pas propre. Il y a une trace d'eau ici. » Je restais immobile, les mains mouillées. Étienne était assis à table, la tête baissée, faisant semblant de lire les nouvelles. Personne ne me défendait. Personne ne disait un mot. Seuls les rires des enfants dans le salon me rappelaient que j'existais encore dans cette maison. Progressivement, j'ai disparu de toutes les photos de famille. Vacances, anniversaires, Noël, pique-nique. Madeleine disait « Maman, tu peux en prendre une pour nous ?» Et donc, je tenais l'appareil photo. Je me tenais derrière l'objectif, je les cadrais, je comptais 1, 2, 3 et je cliquais.
Sur la photo, il souriait, les mains jointes, en tenues assorties. Moi, j'étais celle qui s'assurait que la photo soit droite. Quand il la publiait, la légende était toujours « moment en famille ». Et chaque fois que je la regardais, je me sentais un peu plus vide. Un après-midi, j'ai entendu Madeleine parler sur la terrasse. Sa voix était basse, mais chaque mot était audible car la porte-fenêtre était entr'ouverte. Vieille et vivant encore gratuitement, c'est comme avoir une domestique privée. Elle cuisine, garde les enfants, nettoie, sans salaire. Qui ne voudrait pas de ça? Je pliais une nappe quand mes mains se sont arrêtées. J'ai tout entendu, chaque mot, chaque souffle. Elle a gloussé doucement, un son perçant comme un verre de vin qui se brise à l'intérieur de moi. Je n'ai pas pleuré. Étrangement, pas de larmes. J'ai ressenti un immense silence à la place, comme la mer à marée basse. Dans ce silence, quelque chose a bougé, lent et certain. Une partie de moi s'est réveillée, la partie que Robert appelait autrefois l'épine dorsale de Caroline. Ce soir-là, une fois tout le monde endormi, j'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet et j'ai sorti un petit enregistreur vocal que j'utilisais à l'époque où je travaillais en comptabilité. J'ai mis des piles neuves et je l'ai glissé sous le chemin de table en dentelle sur la table de la salle à manger. La lumière verte a clignoté. Tout a commencé alors. J'ai enregistré chaque conversation, chaque commentaire dénigrant, chaque blague piquante que Madeleine laissait échapper. Elle ne savait pas que sa voix était stockée dans ma mémoire, minute par minute, seconde par seconde. Pas seulement des enregistrements, j'ai commencé à conserver chaque reçu. Chaque fois que j'achetais quelque chose pour la maison, une nouvelle machine à laver, un ensemble de canapés, en cuir, la réparation du toit après la tempête, l'entretien de la climatisation, je prenais une photo et je la classais sur mon ordinateur portable. Chaque fichier était soigneusement nommé. Lave-linge 522, réparation toit 823, ensemble canapé 1223. Je notais les dates, les magasins, les prix et ma signature en bas. Dans le placard, je gardais un carnet en cuir marron, un que Robert m'avait offert pour notre 30e anniversaire. J'écrivais tout, non par rage, mais avec la précision d'un comptable. Je notais chaque tâche que je faisais, chaque dépense que je payais. Je ne manquais rien. Personne ne discute avec les chiffres, disait Robert. J'ai souri et hoché la tête. Exactement, les chiffres ne mentent pas. Un soir, Madeleine a demandé « Caroline, peux-tu payer la facture d'électricité cette fois-ci? Ma carte a un problème, je te rembourserai. » J'ai accepté et j'ai noté la date, l'heure, le montant. Le remboursement n'est jamais arrivé. Je n'ai pas demandé. J'ai ajouté une petite note. Non remboursé. Les jours suivants, j'ai tout fait comme d'habitude. J'ai cuisiné, j'ai ri quand les enfants m'ont serré dans leurs bras. J'ai continué à prendre des photos pour cette famille heureuse. Une seule chose a changé. Je n'étais plus l'oubliée. J'étais l'observatrice. J'étais celle qui collectait les preuves. Un après-midi, alors que Madeleine était au téléphone avec sa mère en Normandie, je l'ai entendue dire « Maman, je jure que je ne la supporte plus. C'est comme un fantôme dans la maison. Elle ne part pas, ne parle pas, ne dérange pas, mais elle est toujours là. C'est comme si elle attendait quelque chose. » J'étais assise dans un coin du salon, enroulant de la laine, regardant par la fenêtre. Je savais que je ne me trompais pas. Elle avait commencé à avoir peur de moi, non pas à cause de ce que je disais, mais à cause de ce que je ne disais pas. J'ai réalisé que dans le silence, une personne peut devenir beaucoup plus forte. Je n'étais plus la mère faible poussée dans un coin. J'étais celle qui en savait trop, qui avait trop entendu et qui attendait le bon moment. J'ai caché un deuxième enregistreur dans la buanderie, juste au-dessus de l'étagère avec le détergent. Un troisième est allé dans le placard de la cuisine,
à côté de la boîte de céréales que Madeleine aime. J'ai soigneusement changé les piles chaque mois, supprimé les passages inutiles et gardé les parties précieuses. Tout était stocké sur une clé USB, protégée par un mot de passe, caché dans le tiroir au fond de ma valise. Parfois, je me demandais, si Robert était encore en vie, que dirait-il en me voyant ainsi? Il serait triste peut-être, mais il comprendrait, parce que je ne faisais pas cela par haine. Je le faisais pour survivre. Je continuais d'aller au marché, d'apporter des fleurs pour la table de la salle à manger, de préparer des dîners complets comme une mère dévouée. Mais quand la lumière de l'après-midi se déversait par la fenêtre et éclairait le cadre « Moment en famille » sur le mur, tout ce que je voyais était un espace vide où j'aurais dû être. Personne n'a pris une seule photo de moi. Personne n'a demandé « Veux-tu être sur la photo ?» J'ai lentement disparu de chaque trace de ma propre famille, comme si je n'avais jamais existé. Mais ils ne savaient pas que pendant qu'ils m'effaçaient des photos, je réécrivais l'histoire à ma façon, avec des chiffres, des fichiers audio, de petits documents qu'ils méprisaient. Et puis un jour, quand j'en aurais assez, je savais que je ne serais plus celle qui tient l'appareil photo. Je serais celle qui expose toute l'image. La porte du mirador scintillait de lumière, des lustres en cristal brillaient au plafond, le vin rouge luisait dans les verres. La salle était remplie de rires, de jazz doux et du cliquetis des cuillères sur la porcelaine. Ce soir-là, ils organisaient une fête pour ma belle-fille, Madeleine Dubois, promue directrice régionale des opérations. Un titre que tout le monde qualifiait d'admirable. J'ai été invitée à la dernière minute quand Étienne a lâché « Maman devrait venir aussi, n'est-ce pas ?» Madeleine a simplement souri. « Bien sûr, si tu le souhaites. » Cela semblait poli, mais le ton me faisait sentir comme un accessoire mal assorti. J'ai choisi une robe bleu marine, celle dont Robert disait qu'elle me rajeunissait de 10 ans. Je l'ai repassée moi-même cet après-midi-là, et j'ai préparé un petit cadeau emballé dans du papier argenté. Un stylo plume Waterman gravé à Madeleine. Félicitations. Je voulais une soirée paisible, même si je retenais beaucoup de mots. Je ne savais pas que ce serait la nuit qui mettrait fin à toute ma foi en ce qu'ils appelaient famille. Quand je suis entrée, Madeleine se tenait au milieu de la foule, la lumière frappant ses cheveux, lui donnant l'air d'une actrice à une première de film. Les gens riaient, levaient leurs verres et portaient des toasts. Étienne se tenait à côté de sa femme, son sourire un peu crispé. Je me suis approchée et j'ai doucement posé le cadeau sur la table. « Félicitations, Madeleine. Je suis fière de toi. » Elle a tourné son sourire comme une lame de rasoir. « Oh, merci, maman. As-tu trouvé une place ?» Sa voix était douce, mais ses yeux ne prenaient pas la peine de cacher son irritation. Un serveur s'est approché et a demandé le nom de la réservation. Madeleine a tendu la liste. 4 personnes, Madeleine, Étienne, Noé, Élie, pas moi. Le serveur a hésité. Madeleine a incliné la tête, la voix basse, mais froide. « C'est bon, elle nous accompagne juste. Tu n'as jamais fait partie de cette famille. » Cette phrase peut détruire une mère ou la réveiller. Pour moi, elle a fait les deux. Qu'en pensez-vous? À quel point une phrase peut-elle être cruelle avant de vous forcer à partir? Laissez quelques lignes ci-dessous. Parfois, un simple partage suffit pour que quelqu'un se sente entendu. Chaque son dans la pièce a semblé s'arrêter. La musique jouait toujours, mais je n'entendais rien d'autre que mon cœur qui s'emballait. Étienne s'est figé, puis a fait semblant d'étudier son verre de vin. Une femme à la table voisine s'est retournée pour me regarder avec pitié. C'était comme être mise à nu devant tout le monde. Je suis restée immobile, le visage en feu, la gorge nouée. Je me suis entendue lâcher un petit rire gêné juste pour sauver la face. Étienne n'a rien dit, aucune défense, pas même un regard. Il est juste resté là comme un piquet,
espérant que s'il restait silencieux assez longtemps, tout passerait. Quant à Madeleine, après avoir dit ça, elle s'est simplement tournée vers le personnel et a souri. « Oh, pourrais-je avoir un peu de citron frais, s'il vous plaît ?» Puis elle est retournée discuter avec ses collègues, aussi joyeuse que si rien ne s'était passé. J'ai voulu partir sur le champ, mais mes pieds semblaient collés au sol. Étienne a baissé la tête et a murmuré « Maman, ne fais pas attention à elle. Elle a un peu bu. » J'ai regardé mon fils. Cette phrase m'a fait plus mal que l'insulte de Madeleine. Alors que le dîner touchait à sa fin, elle a ri bruyamment, a levé son verre, puis s'est tournée vers moi, la voix douce et moqueuse. « Oh, maman, pense à réchauffer les restes dans le frigo. Ne les laisse pas se perdre. » Toute la table a éclaté de rire, certains probablement par politesse, mais j'ai entendu un « ha-ha » prolongé de l'un de ses collègues. Je suis restée assise, ma main agrippant le bord de la table, jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Dans ce vacarme de rire, je me suis sentie disparaître, comme si le monde entier s'était accordé à dire que je ne méritais pas le respect. J'ai inspiré. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est assombri. Une autre flamme, petite mais tenace, s'est allumée. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas disputée. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste levée. J'ai posé ma serviette sur la table et j'ai dit doucement « Merci pour le dîner ». Puis je me suis retournée et je suis sortie du restaurant. La nuit d'Aix-en-Provence était froide et sèche, charriant de la poussière et un soupçon de lavande du café d'en face. La lumière chaude a inondé mon visage et j'ai réalisé que je tremblais, non pas de froid, mais de colère et de clarté. J'ai marché lentement jusqu'au parking, ma main serrant mon sac à main. En moi, l'humiliation s'était durcie en résolution. J'ai murmuré comme si je me parlais à moi-même. « Assez, Caroline. Assez. » Sur le chemin du retour, j'ai allumé la radio, mais je n'ai pas entendu un mot. Mon esprit rejouait la phrase de Madeleine. Elle n'a jamais fait partie de cette famille. La phrase résonnait encore, froide, puis se dissolvait dans le silence de la nuit. À ce moment-là, je ne ressentais plus de douleur, juste une vérité tranchante. Il m'avait traitée comme une étrangère depuis longtemps. J'étais simplement la dernière à l'admettre. La maison est apparue sous un clair de lune argenté. J'ai ouvert la porte et je suis entrée sans allumer les lumières. Dans le noir, tout était rangé grâce à mes mains. Sur le comptoir de la cuisine, j'ai vu les boîtes de restes que Madeleine m'avait dit de ne pas gaspiller. J'ai soulevé un couvercle. L'odeur de la nourriture froide m'a frappée. J'ai laissé échapper un rire rauque, mi-amer. « Non, Madeleine, » ai-je marmonné. « Certaines choses, une fois froides, ne font que rendre les gens malades, si on les réchauffe. » J'ai allumé la lumière. La douce lueur est tombée sur le mur de photos. Noé, Élie, Étienne, Madeleine, tous souriants. Et moi? J'étais celle qui tenait l'appareil photo. Je n'étais sur aucun cliché. Soudain, je me suis sentie légère. S'il pouvait m'effacer des photos, j'avais le droit de les effacer de ma vie. Je me suis assise à table, j'ai enlevé les vieilles boucles d'oreilles que Robert m'avait offertes, puis j'ai ouvert le coffre-fort. Le dossier épais gisait là, immobile, comme s'il attendait. J'ai sorti chaque élément. L'acte de propriété de la maison, les reçus d'achat, les relevés bancaires, une photocopie du contrat, la clé USB avec les enregistrements. Chaque feuille témoignait que je ne vivais pas au crochet de quelqu'un dans ma propre maison. J'ai tout rangé soigneusement dans une pochette à documents. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vérifié les sauvegardes. Tout était là. Enregistrement téléphonique de Madeleine, photos des factures que j'avais payées, emails que j'avais envoyés à l'entreprise de toiture. Je les ai déplacés dans un nouveau dossier et je l'ai nommé « Demain ». Puis,
J'ai écrit une lettre manuscrite à Étienne. Encre noire, très ferme, sans tremblement. Étienne, quand une mère est humiliée devant son fils et qu'il reste silencieux, le mot famille ne signifie plus rien. Je pars non pas pour fuir, mais pour garder ce qui me reste de dignité. J'ai laissé tout ce dont tu as besoin pour comprendre. Des papiers, des reçus, et toutes les choses que tu n'as jamais remarquées. Ne me cherche pas tant que tu ne seras pas prêt à me voir comme une personne, et non comme une ombre dans la maison. J'ai plié la lettre et je l'ai placée au centre de la table, à côté d'une copie de l'acte de propriété et du trousseau de clés. À côté, j'ai mis une enveloppe intitulée « Pour Étienne seulement ». Je me suis levée et j'ai fait le tour de la maison une dernière fois. Les rideaux que j'avais lavés ce matin sentaient encore le frais. Les tasses hâtées sur l'étagère étaient exactement à leur place. J'ai touché la rampe de l'escalier, puis je me suis arrêtée à la fenêtre où j'avais l'habitude de regarder Noé jouer dans le jardin. Tout était paisible, mais plus rien de tout cela n'était à moi. Je suis allée dans ma chambre et j'ai mis quelques vêtements dans une valise, ainsi que le journal en cuir marron que je tenais depuis 3 ans. Je n'ai pris que ce qui m'appartenait. Pas grand-chose, mais assez. Quand j'ai fermé la valise, le bruit sec de la fermeture éclair a sonné comme la fin d'un chapitre. Avant de partir, j'ai regardé autour de moi une dernière fois. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste murmuré « Adieu ma maison, la dernière fois que je t'appellerai ainsi ». J'ai roulé la valise sur la terrasse et j'ai allumé la lumière extérieure. La lueur s'est déversée sur les marches que je frottais chaque matin. J'ai fermé la porte à clé, j'ai retiré la clé et je l'ai glissée dans mon sac. Le clic a été net et final. La nuit provençale était froide et sèche, soulevant quelques mèches de cheveux. J'ai resserré mon manteau et j'ai marché, chaque pas plus léger que le précédent. Dans la rue vide, les lampadaires s'étiraient, mon ombre traînant derrière moi comme un ruban. J'ai regardé la maison une dernière fois, la lumière du salon se déversant encore par la fenêtre, comme des yeux creux. J'ai souri. Demain, quand ils rentreront, ils trouveront les lumières allumées, la table nue et une enveloppe épaisse au centre. Ils apprendront que certains dîners ne se réchauffent jamais et que certaines mères, quand elles se taisent, ne font que commencer à tout reprendre. Cette nuit-là, l'horloge indiquait 1h20 du matin quand leur SUV argenté s'est garé dans l'allée. Le moteur s'est tu, remplacé par des rires encore teintés de vin et de rouge à lèvres. Madeleine riait fort, sa voix aiguë et mince, tranchant la nuit provençale comme une lame fine. « Tu as vu sa tête ? Mon Dieu, la tragédie sur 2 jambes !» Étienne ne répondit pas, se contentant de se racler la gorge. La porte s'ouvrit. La lumière du porche inonda le carrelage. La maison était plongée dans le noir, à l'exception de cette lumière, une habitude que j'avais gardée pour qu'il ne trébuche pas en rentrant tard. Madeleine trébucha sur ses propres sandales et lança d'un ton sec. « Elle ne pourrait pas ramasser tout ce bazar ? C'est toujours le désordre. » Elle appuya sur l'interrupteur. La cuisine s'illumina, mais à cet instant, son sourire se figea. Le salon était vide, anormalement silencieux. Pas de machine à laver en marche, pas d'odeur de reste, pas de cliquetis de vaisselle que je rangeais comme chaque soir. La maison était propre, ordonnée et sans vie. Étienne regarda autour de lui. Ma porte était entr'ouverte, le lit soigneusement fait, le placard vide, ne laissant que des cintres en bois et un petit post-it. « Merci d'avoir tout clarifié. » Sur la table de la salle à manger, centrée sous la lumière chaude, se trouvait une enveloppe crème. Madeleine fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Étienne s'avança, les mains tremblantes, et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient 3 choses. Un décompte détaillé de mes contributions financières au cours des 3 dernières années, une petite clé USB argentée étiquetée
pour Étienne et une copie de l'acte de propriété de la maison où Caroline Dubois ressortait clairement sous la mention « propriétaire ». Étienne déplia la première feuille. Les chiffres étaient tapés avec soin, exacts au centime près. Acompte, 120 000 €. Réparation du toit, 14 500 €. Achat du canapé, nettoyage des tapis, entretien de la climatisation, 8 900 €. Charges, impôts et autres soutiens, 41 200 €. Total, 184 600 €, le tout à mon nom avec les reçus joints. Étienne fixa le total, son visage blêmissant. Il murmura « Pas possible ». Madeleine arracha le papier, le parcourut du regard et laissa échapper un rire plat. « Oh, s'il te plaît, elle a compté chaque centime. Typique des personnes âgées, toujours à penser que l'argent achète l'affection. » Étienne ne répondit pas. Sa prise se resserra jusqu'à ce que les bords du papier se froissent. Il se pencha, brancha la clé USB sur l'ordinateur portable. L'écran s'alluma. Le nom du premier fichier apparut. Madeleine appel 21h23, MP3. Il appuya sur « Lecture ». Des haut-parleurs sortit la voix de Madeleine, claire, froide et suffisante. Il suffit de la pousser dans une maison de retraite bon marché et c'est réglé. Ta mère est faible. Personne ne vérifiera les papiers. Ensuite, on vend la maison. On partage l'argent. Ça nous couvrira pour 1 an. Une autre femme demanda. Et Étienne ? Madeleine ricana. Il est facile. Dis quelques phrases sur mon sacrifice et il gobera tout. Les hommes. La pièce devint silencieuse. Étienne s'effondra sur une chaise, les yeux écarquillés, le visage sans couleur. Tout ce en quoi il avait cru, ce qu'il avait défendu, ce pourquoi il s'était tu pour maintenir la paix, se retournait et le déchirait. Madeleine se figea, puis se mit soudain à crier. « C'est monté! Je n'ai jamais dit ça! Elle m'a piégé! » Étienne se tourna vers sa femme, les yeux vides. « Mais c'est ta voix, Madeleine, inimitable. Même la façon dont tu ris, cette phrase sur « les hommes ». Madeleine recula, tremblante. Elle essaya d'élever la voix, comme si le volume pouvait noyer la peur. « Tu la crois, elle, plutôt que moi? Tu sais comment elle est, toujours à jouer la faible, la pitoyable ?» Étienne ne répondit pas. Il baissa simplement la tête et ouvrit le deuxième fichier. La voix de Madeleine, encore plus claire. « Si elle tombe malade, c'est encore mieux. Un certificat d'inaptitude suffit pour qu'il signe la cession de la maison. » Étienne laissa l'ordinateur portable se refermer et se pencha en avant, les mains sur la tête. Pour la première fois en 3 ans, il voyait sa femme mise à nu, d'une manière terrifiante. L'air se figea. Madeleine s'avança et lui attrapa l'épaule. « Étienne, écoute, ce n'est pas ce que tu crois. » Il la repoussa, la voix rauque. « Pas ce que je crois? Pendant 3 ans, ma mère a vécu ici, a tout fait, a payé pour presque tout, et tu l'as traitée de fardeau? Sais-tu qu'elle n'a jamais accepté un seul centime de toi? » Madeleine se tut. Pour la première fois, elle n'avait rien à dire. La maison sombra dans un silence lourd. De petits pas se firent entendre dans les escaliers. Noé, les cheveux en désordre et les yeux endormis, se tenait à la rampe. « Où est mamie, papa? Pourquoi il fait si noir? » Étienne se retourna, tenta un sourire, mais sa voix se brisa. « Mamie est partie se reposer un moment, mon grand. » Derrière lui, Élie se frottait les yeux en reniflant. « Je n'ai pas dit bonne nuit à mamie. » Madeleine se détourna, les bras croisés, évitant le regard des enfants. Étienne ne put qu'acquiescer, puis ferma l'ordinateur portable. Il plia les papiers et remit tout dans l'enveloppe. Dehors, le vent de la nuit se leva. Le rideau bougea. Le clair de lune glissa à travers l'interstice, atterrissant sur la ligne « Caroline Dubois, propriétaire », imprimée clairement sur la copie de l'acte.
Madeleine le vit et pâlit. Elle s'avança, arracha la page et cria « Elle ne peut pas faire ça, cette maison est à nous !» Étienne parla doucement, presque dans un murmure. « Non, Madeleine, elle est à elle. Maître Leclerc l'a dit depuis le début. Je n'ai juste jamais pensé que nous en aurions besoin. » Elle resta immobile quelques secondes, puis jeta la page par terre, la voix tendue de fureur. « Très bien qu'elle essaie. Elle pense qu'elle peut me battre. » Mais pour la première fois, sa voix tremblait. Noé s'approcha de la table, ramassa le papier tombé et leva les yeux. « Mamie a laissé cette lettre pour toi, papa. » Étienne hocha la tête, reprit l'enveloppe et la rangea soigneusement dans la boîte à documents. « Oui, mon grand. Laisse papa la garder. D'accord ?» Le garçon acquiesça et retourna tranquillement dans sa chambre, emmenant sa sœur. La porte des enfants se referma. La maison retomba dans le silence. Étienne resta assis, immobile, pendant un long moment. Madeleine se tourna vers le balcon, la panique dans les yeux. Sur la table de la salle à manger, un verre de vin se renversa. Le liquide rouge foncé s'étalant, rampant vers la page avec mon nom comme un point d'exclamation rouge sang. Quant à moi, j'étais endormie sur le vieux canapé de Marthe Langevin. Une petite lampe brillait à travers le rideau, formant une flaque jaune et chaude au plafond. Marthe abordait une couverture autour de moi et a murmuré « Ça va, Caroline ?» J'ai souri, ma voix basse et légère comme l'air. « Je vais bien, Marthe. Pour la première fois en 3 ans, je dors dans une maison où personne ne me dit de frotter l'évier. » Dehors, la brise nocturne de la Provence flottait à travers son jardin de lavande, son doux parfum se répandant dans la pièce. J'ai fermé les yeux, mes paupières s'alourdissant. Dans le silence, j'ai entendu quelqu'un, peut-être moi, dans un rêve lointain, murmurer « La justice n'a pas besoin de se presser. Elle a seulement besoin d'attendre le matin. » Et ainsi, après 3 ans à être une ombre dans ma propre maison, j'ai dormi en paix, le premier sommeil de la liberté. Le lendemain matin, la lumière du soleil provençal filtrait par la fenêtre de Marthe. L'odeur du café frais et du pain grillé emplissait le salon. Assise sur une chaise, je tenais une tasse chaude, regardant les premiers rayons du soleil ramper sur le mur en bois. Depuis 3 ans, je me levais toujours tôt, mais ce matin, pour la première fois, je me suis réveillée sans avoir à servir personne. De la cuisine, Marthe m'a regardée et a dit doucement « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Caroline ?» J'ai posé ma tasse. Calmement, allez voir Amélie. Il est temps que je fasse ce qui est juste. Non pas pour me venger, mais pour retrouver mon nom. Amélie Dubois, ma nièce, est avocate en droit de la famille et de la propriété. Elle a la trentaine, vive, les yeux brillants, et une assurance qui me rappelle Robert quand il était jeune. Je l'ai rencontrée au cabinet Dubois & Mendes, sur la rue des Artistes, une rue connue pour ses galeries et ses boutiques d'artisanat. Quand je suis entrée, Amélie m'attendait déjà, les cheveux soigneusement relevés, de fines lunettes sur le nez. Elle s'est levée et m'a serré fort dans ses bras. « Tante Caroline, j'ai entendu. Je suis tellement désolée. » J'ai souri. Pas besoin d'être désolée. Je suis en vie et j'ai des preuves. C'est suffisant. J'ai posé le sac de dossiers sur la table, lourd, épais, et si ordonné qu'Amélie apparut un peu stupéfaite. « Waouh, tu prévois de poursuivre le monde entier ?» J'ai eu un petit rire. « Non, je veux juste retrouver ma place dans la maison même que j'ai achetée. » Amélie a ouvert le sac et a commencé à examiner chaque pièce. L'acte de propriété, les relevés bancaires, les reçus, les photos et la clé USB avec les enregistrements. Elle a tout parcouru attentivement, sans rien manquer. Quand elle a ouvert son ordinateur portable, elle a branché la clé USB et a écouté un court extrait
juste quelques secondes de la voix de Madeleine. Il suffit de la pousser dans une maison de retraite bon marché, et c'est réglé. Amélie a grimacé et a secoué la tête. Horrible, mais ça facilite mon travail. Tu as tout, les papiers, l'audio, les preuves de dépenses, et même la propriété légale. Tout est clair. Elle a pris des notes rapides, puis a continué. Maintenant, je vais contacter Maître Henri Leclerc pour confirmer le dossier. Il a rédigé les papiers originaux de la maison, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Il sait tout. Je veux faire ça légalement et correctement, pas pour humilier qui que ce soit, juste pour leur faire voir la vérité. Amélie a acquiescé et a appelé directement depuis son bureau. J'ai entendu la voix chaude et stable de Maître Leclerc à l'autre bout du fil. Oh, Madame Dubois, je savais que ce jour viendrait. Les documents sont toujours valides. Personne ne peut contester la propriété sans votre signature. Je vous soutiendrai pleinement. En l'entendant, j'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine. Pas de la joie, mais de la validation. Enfin, quelqu'un me croyait sans que j'aie à me défendre. Amélie a imprimé une procuration et m'a demandé de la signer. Elle a dit « Vous n'aurez pas besoin de comparaître au tribunal. Nous enverrons une mise en demeure avant d'intenter une action en justice. S'ils sont disposés à négocier, nous pourrons régler cela à l'amiable. » J'ai demandé « Et s'ils ne le sont pas ?» Amélie a eu un petit sourire. Alors, ils devront expliquer au tribunal pourquoi ils vivaient dans la maison de quelqu'un d'autre tout en traitant cette personne de parasite. Je suis restée silencieuse. Au fond de moi, je ne voulais pas voir mon fils assis dans une salle d'audience. J'avais perdu un mari. Je ne voulais pas perdre mon unique enfant. « Ma chérie, » ai-je dit doucement, « je ne veux pas détruire cette relation. Je veux juste retrouver ma dignité et la propriété de la maison qui est mienne. » Amélie a hoché la tête. « Je comprends. Nous ferons cela aussi doucement que possible. » Cet après-midi-là, Amélie et Maître Leclerc ont rédigé la lettre. Ils y indiquaient clairement « Caroline Dubois est la propriétaire légale de la maison. Madeleine et Étienne Dubois ont violé les droits résidentiels par un usage abusif de la propriété, des insultes et de la diffamation. Caroline Dubois ne demande pas une expulsion immédiate, mais seulement un accord de coopération signé, la reconnaissance des actifs et la fin de tout comportement insultant. La lettre a été envoyée par email, avec copie à Madeleine et Étienne. Quand j'ai signé mon nom à la fin, ma main était stable. J'ai relu chaque ligne, ayant l'impression de fermer une porte, non pas pour emprisonner quelqu'un, mais pour préserver ma propre paix. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. Un SMS de Madeleine. « Caroline, je suis désolée si quelque chose hier soir t'a contrariée. J'étais ivre. J'espère que tu ne vas pas en faire toute une histoire. » Je l'ai lu, puis je l'ai supprimé. Court, froid, et pas le moins du monde sincère. Juste après, Étienne a appelé. Sa voix tremblait. « Maman, je suis désolée. J'ai eu tort. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Je veux juste que tu me parles. S'il te plaît, n'implique pas les avocats. » Je suis restée immobile, fixant l'écran avec le nom de mon fils dessus. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement mis le téléphone en mode silencieux et je l'ai posé face contre table. Dehors, le soir tombait. Je suis sortie sur la terrasse. La brise provençale agitait la lavande pourpre. Marthe a apporté 2 tasses de thé et a demandé « Alors, tu l'as vraiment fait ?» J'ai hoché la tête, ma voix légère comme le vent. « Je ne veux plus battre personne, Marthe. Je veux juste du respect. » Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connectée au compte de réseau social que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. J'ai tapé une courte ligne, c'est tout. Le respect de soi ne tue personne. Il m'a sauvé la vie.
Je n'ai rien ajouté. Pas de nom, pas de détails. Juste une phrase, simple, honnête. J'ai fermé l'ordinateur et je suis allée me coucher. Le lendemain matin, Marthe m'a réveillée d'une voix stupéfaite. « Caroline, ta publication se propage partout. » Je me suis redressée d'un bond et j'ai regardé mon téléphone. Plus de 800 partages, des centaines de commentaires de femmes du monde entier. J'ai été mise à la porte par ma belle-fille aussi. Je connais ce sentiment. Merci de parler pour tant d'entre nous. Nous ne sommes pas faibles. Nous aimons juste trop. Je suis restée assise tranquillement et j'ai lu chaque ligne, me sentant à la fois triste et réconfortée. Certaines femmes étaient plus âgées que moi, d'autres plus jeunes. Certaines envoyaient juste un emoji en forme de cœur, mais je savais qu'elles comprenaient. Toute ma vie, j'ai pensé que si je restais silencieuse assez longtemps, les gens reconnaîtraient ma gentillesse. Maintenant, je comprends. Rester silencieux trop longtemps ne fait que faire oublier aux gens que vous avez jamais existé. J'ai préparé du thé, je l'ai apporté sur la terrasse et j'ai regardé la lumière du soleil se déverser sur les montagnes lointaines. Dans mon esprit, ces femmes continuaient d'apparaître. Des mères, des épouses, des personnes qualifiées de superflues. J'ai réalisé que mon histoire ne concernait pas seulement une maison. Elle concernait une génération de femmes oubliées pour avoir été trop patientes. Marthe s'est assise à côté de moi et m'a pris la main. « Tu vois, Caroline, tu n'as pas seulement récupéré une maison, tu aides le monde entier à voir sa valeur. » J'ai souri et j'ai regardé au loin. « Non, Marthe, j'ai juste raconté mon histoire. Ce sont elles qui se réveillent. » J'ai pris une profonde inspiration. J'ai laissé l'air sec de la Provence remplir ma poitrine et j'ai fermé les yeux. À ce moment-là, je me suis sentie libre, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais osé parler. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme une mère oubliée. Je suis Caroline Dubois, une femme qui s'est levée non pas pour se venger, mais pour être vue. La salle de conférence de Maître Henri Leclerc se trouvait au 4e étage d'un petit immeuble de l'avenue de la République où l'odeur du vieux bois se mêlait à celle du café d'une manière étrangement apaisante. La lumière d'une grande fenêtre tombait en biais sur la table en chêne, se reflétant sur des dossiers soigneusement empilés, si ordonnés que l'ambiance en devenait presque solennelle. Je me suis assise en bout de table, face à Étienne et Madeleine. Ils étaient arrivés ensemble, mais s'étaient assis assez loin l'un de l'autre pour que l'air entre eux soit plus froid que le matin provençal à l'extérieur. Madeleine n'était pas maquillée comme d'habitude. Elle portait une chemise blanche impeccable, les mains jointes sur ses genoux. Étienne avait l'air épuisé, une barbe naissante sur le menton, des cernes sous les yeux. À ma droite se trouvait Amélie, ma nièce, le visage calme, les yeux vifs. À côté d'elle était assis Maître Leclerc, dans son habituel costume gris et ses demi-lunes. Il me versa du café, sa voix basse et douce. « Madame Dubois, tout le monde est là. Pouvons-nous commencer ?» J'ai hoché la tête, réchauffant mes mains sur la tasse. Amélie a ouvert le premier dossier, sa voix claire et décisive. « Voici le résumé des investissements financiers de Madame Caroline Dubois dans la maison de Valbonne, totalisant 184 600 €, incluant l'entretien, les réparations et les impôts fonciers. De plus, Madame Dubois est la seule propriétaire légale, confirmée par le registre de la propriété, date de signature 4 juillet 2022. Madeleine leva les yeux, son regard vacillant, espérant peut-être que ce n'était qu'un bluff. Mais Maître Leclerc lui fit glisser une copie de l'acte de propriété et dit « Ceci est l'original conservé à notre cabinet. Madame Dubois détient le plein titre de propriété, pas de copropriété, pas de garantie par un tiers.
Le silence s'étira. Étienne regarda le papier, puis moi, son visage blêmissant. « Maman, tu as été sur le titre de propriété tout ce temps ?» J'ai légèrement hoché la tête. « Oui, Maître Leclerc l'a conseillé puisque les fonds pour l'achat provenaient entièrement de moi. Je ne voulais pas m'en vanter, et je n'ai jamais eu l'intention de le garder pour toujours. Mais maintenant, c'est peut-être la seule façon pour nous de parler honnêtement. » Étienne baissa la tête, les mains jointes. Je pouvais voir la confusion et la honte dans ses yeux. Il ne leva pas les yeux quand Amélie continua. « Donc, aujourd'hui, nous présentons 3 options pour que les 2 parties puissent parvenir à un accord sans passer par le tribunal. » Maître Leclerc ouvrit un autre dossier et le fit glisser vers Étienne et Madeleine. Ses mots étaient lents et précis. Option 1, restituer la maison à Madame Caroline et déménager dans les 60 jours. Option 2, acheter la totalité de la maison à sa valeur marchande actuelle. Nous avons une évaluation préliminaire d'environ 510 000 €. Et option 3, établir une copropriété conditionnelle. Madame Caroline détient 60%, vous détenez 40%, avec des conditions fixées par elle. Étienne leva les yeux, la voix tendue. « Quelles conditions, monsieur ?» Je regardai mon fils, puis Maître Leclerc. Il m'encouragea d'un signe de tête à parler. « Les conditions sont, » commençai-je d'une voix stable. « Je conserve le droit de louer mes 60%. Je ne veux plus vivre avec vous, mais je veux que la maison soit entretenue. Si vous voulez rester, vous acceptez que tous les coûts et obligations soient répartis selon la part de propriété. » Madeleine pinça les lèvres, prête à répliquer, mais je continuai. « Et une dernière chose, Étienne. Toi et moi suivrons une thérapie familiale pendant 6 mois, 1 fois par semaine, pour reconstruire la communication. Madeleine, tu dois suivre une thérapie individuelle. Amélie te recommandera quelqu'un. Tu dois faire face à ton comportement insultant et contrôlant. » Madeleine se leva d'un bond, les yeux flamboyants. « Vous transformez ça en une plaisanterie. Je n'ai pas besoin de thérapie. Je suis juste... » Amélie l'interrompit, calme mais glaciale. « Si vous n'êtes pas d'accord, nous engagerons une procédure et demanderons l'expulsion de la propriété. Madame Dubois a amplement de preuves d'insultes et de menaces. Je ne pense pas que vous vouliez cela dans votre casier judiciaire, Madeleine. » La pièce redevint silencieuse. Le tic-tac de l'horloge murale était assez fort pour compter les respirations. Étienne prit la main de Madeleine et dit doucement : « Madeleine, arrête. J'ai eu tort pendant trop longtemps. Au moins, laisse maman avoir un peu de paix. » Madeleine le regarda, épuisée, comme quelqu'un après une longue guerre. Elle se rassit, la tête baissée, la voix fine. « Très bien, j'accepte. » Maître Leclerc hocha la tête et ouvrit le projet d'accord. « Il y a aussi un avenant. Si une partie vivant dans la maison viole la conduite respectueuse envers les locataires ou les copropriétaires, une vente forcée de l'ensemble de la propriété prend effet immédiatement. Le produit sera partagé à 60-40. » Je regardai le papier et sentis que tout se mettait en place. Plus de va-et-vient. Pas de vengeance. L'équité vivait maintenant sur le papier, soutenue par la loi, ne dépendant plus de la bonne volonté de quiconque. Étienne signa le premier, sa main tremblant légèrement. Madeleine signa ensuite, se mordant la lèvre. Quand ce fut mon tour, Maître Leclerc me fit glisser le stylo. Je le pris, regardai Caroline Dubois sur la ligne de signature, et je signai. Pour la première fois depuis des années, ma main ne trembla pas. Quand le stylo cliqua, j'entendis Maître Leclerc expirer doucement. Voilà, tout est conforme à la loi maintenant. Personne ne peut plus vous ignorer, Madame Dubois. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas besoin de leur révérence. J'ai juste besoin qu'ils arrêtent. La réunion se termina dans le calme.
Étienne se leva et se dirigea vers moi. Il me regarda longuement, les yeux contenant quelque chose de brisé et quelque chose qui essayait de se réparer. « Maman, je suis désolée. J'ai laissé les choses aller trop loin. Je suivrai la thérapie. Je te le promets. » Je regardai mon fils et dis doucement « Fais-le pour toi, pas pour moi. » Madeleine ne dit rien. Elle baissa seulement la tête, les yeux fixés sur le sol. Pour la première fois, je ne vis aucune arrogance en elle, seulement de la peur et du regret. Je rassemblai les dossiers et remerciai Maître Leclerc et Amélie. Avant d'atteindre la porte, je me retournai vers eux deux, mon fils que j'avais élevé avec tout ce que j'avais, et la femme qui m'avait un jour fait sentir inutile. Je ne ressentis aucune colère, aucune victoire, seulement un profond silence s'installant dans ma poitrine comme le vent du début du printemps sur le désert. Dehors, le ciel provençal était clair, la lumière du soleil se déversant en or sur le trottoir. Je m'arrêtai chez un petit fleuriste au coin de la rue et j'achetai un bouquet de lavande. Marthe disait toujours « La lavande adoucit tout ». C'était peut-être le premier jour où je le croyais vraiment. Je regardais au loin, là où la route menait à une maison qui avait été un champ de bataille, maintenant clairement définie par des signatures et la vérité. Je pris une longue inspiration, un petit sourire aux lèvres. Pas le sourire d'une gagnante, mais de quelqu'un qui s'est retrouvé. Je continuais à marcher dans la lumière dorée, mon cœur comme si le vent du début du printemps me murmurait « Caroline, te voilà de retour ». 3 semaines après la réunion au bureau de Maître Leclerc, la maison de Valbonne avait un nouveau rythme, sinon un nouveau propriétaire. Je n'ai pas réemménagé, mais j'ai conservé mes 60% comme convenu. J'ai décidé de louer ma part pour que la maison ne reste pas vide et pour qu'Étienne et Madeleine apprennent à vivre avec d'autres, n'étant plus libres de dominer l'espace. Ma première locataire fut Angèle Bernard, une enseignante de lycée de 39 ans, qui avait récemment perdu son mari. Elle avait 2 enfants, Marcus, 13 ans, et Laïa, 9 ans, tous deux bien élevés et adorables. Quand Amélie m'a envoyé leur dossier, j'ai lu chaque ligne, puis j'ai souri. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient gentils, et je crois que cela vaut plus que n'importe quelle caution. Le jour de l'emménagement, j'étais là non pas pour superviser, mais pour assister à un nouveau départ. La Provence était lumineuse, avec une douce brise soufflant à travers la sauge le long de la clôture. Angèle est arrivée dans un vieux monospace chargé de cartons de livres, de quelques plantes en pot et d'un chat nommé Pudding. Étienne a ouvert le portail. Il a hoché la tête poliment, sa voix rauque mais courtoise. « Bienvenue, Madame Bernard. Je suis Étienne. Ravi de vous accueillir. » Angèle a souri, un sourire chaleureux et sincère. « Merci. Nous ferons de notre mieux pour garder la maison aussi propre que neuve. » Madeleine se tenait derrière Étienne, le visage aussi rigide que la pierre. Elle a forcé un sourire, les lèvres serrées. J'ai vu la tension dans ses yeux. Une personne habituée à régner sur son espace, devant maintenant le partager. Quand Angèle s'est approchée de moi, elle m'a tendu la main. « Merci, Madame Dubois, de nous donner cette chance. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. » J'ai pris sa main, mes yeux s'adoucissant. « Appelez-moi simplement Caroline. Et ne me remerciez pas. Vivez simplement avec gentillesse. C'est suffisant. » Madeleine m'a jeté un regard rapide, un sourire tordu. Je me suis tournée vers elle, ma voix légère mais claire. « Et toi, Madeleine, appelle-moi Caroline aussi. Maman n'est plus nécessaire. » Cette phrase a glacé l'air pendant quelques secondes. Étienne n'a rien dit et Madeleine a fait un minuscule signe de tête, les yeux baissés. Je n'ai rien dit de plus, j'ai juste aidé Angèle à porter quelques cartons. Cet après-midi-là, la maison s'est remplie de bruits de pas, de rires et du froissement du papier d'emballage.
Laïa a poussé un cri de joie quand elle a vu que la fenêtre de sa nouvelle chambre donnait sur le jardin. « Je peux voir la lavande de mon lit, maman. » Marcus s'est empressé d'aider Étienne à réparer une prise dans la cuisine. Je regardais depuis la terrasse, un sentiment étrange m'envahissant. Cette maison, autrefois un lieu de souffrance, résonnait maintenant des rires d'enfants. Ce soir-là, Angèle a invité tout le monde à rester pour le premier dîner. Elle a préparé du saumon au four au citron, simple mais parfumé. L'odeur de citron et de beurre flottait dans l'air, se mêlant au pain frais, transformant la cuisine autrefois pleine de récriminations en quelque chose de chaleureusement humain. Quand nous nous sommes assis, l'ambiance était différente de tous les repas précédents. Pas d'ordre, pas de regards assassins, juste de petites conversations, Marcus parlant de sa nouvelle école, et Laïa gloussant alors qu'Élie lui parlait de son cours d'art. Madeleine essayait d'être agréable, mais la tension était palpable. Quand Angèle s'est levée pour chercher plus d'eau, Madeleine a marmonné juste assez fort. « Je me demande s'ils vont économiser l'eau. La facture de ce mois-ci va doubler. » Angèle l'a entendue, mais elle ne s'est pas fâchée. Elle a simplement souri, a sorti un reçu imprimé de son portefeuille et l'a posé légèrement sur la table. « Nous avons déjà payé notre part, Madeleine. Ne vous inquiétez pas. » Sa voix était calme, douce, mais lourde de sens. Le silence a duré quelques secondes. Étienne a expiré, puis s'est levé, a pris son assiette et a dit « Je vais faire la vaisselle. Asseyez-vous. » Madeleine l'a regardé, surprise, comme si elle voyait quelqu'un de complètement différent. Quant à moi, j'étais assise tranquillement, observant le fils que je pensais avoir perdu. Ce petit geste, laver une pile d'assiettes, valait plus que de l'or pour moi. Quand le dîner s'est terminé, je me suis levée, j'ai remercié tout le monde et je me suis préparée à partir. Angèle m'a accompagnée jusqu'à la porte et a dit doucement « Vous savez, cette maison a une énergie étrange. J'avais peur. Au début, mais maintenant je pense qu'elle apprend à respirer à nouveau. » J'ai souri. Ce n'est pas seulement la maison, Angèle. Les gens à l'intérieur apprennent à respirer aussi. Après ce jour, je n'ai pas souvent visité Valbonne. J'ai laissé Angèle et sa famille s'approprier cet espace et le leur. J'avais seulement besoin de savoir que les choses allaient dans la bonne direction. Mais Angèle m'appelait quand même chaque semaine, partageant de petites histoires que je ne me lassais jamais d'entendre. Une fois, elle a dit « Aujourd'hui, Élie est venue aussi. Elle a aidé Laïa avec ses devoirs d'art. Elles ont ri tout le temps. Madeleine est descendue à la cuisine, les a vues et est restée là. » Puis, elle a pris un verre d'eau et s'est détournée. Mais je pouvais voir que ses yeux étaient rouges. Je suis restée silencieuse un moment, puis j'ai dit « Parfois, les gens ont juste besoin d'être témoins de la gentillesse ordinaire pour réaliser à quel point ils ont mal vécu. » Une autre semaine, Angèle m'a raconté, joyeuse, « Noé et Marcus viennent de gagner le championnat de football de l'école ensemble. Étienne a encouragé pendant tout le match. Et Madeleine, a-t-elle ajouté, a apporté des friandises pour l'équipe. Je crois qu'elle change. » J'ai souri et j'ai dit doucement « Bien, cette cuisine leur réapprend la gentillesse. » J'ai imaginé la cuisine, autrefois un champ de bataille de critiques. Maintenant une salle de classe silencieuse. Angèle apprenant à ses enfants à faire la vaisselle. Étienne aidant pour le dîner. Madeleine apprenant à s'excuser quand l'eau déborde. Chaque rire d'enfant, chaque petite histoire de repas partagé. Comme si on recousait les fissures dans cette maison et en eux-mêmes. Un après-midi, Angèle m'a envoyé une photo. 4 enfants autour de la table, rayonnants, avec Madeleine coupant un gâteau derrière eux et Étienne versant de l'eau. La légende disait « Cette cuisine guérit ». Je l'ai fixée longtemps,
non par fierté ou jubilation, mais parce que je reconnaissais la chose la plus miraculeuse de toute histoire. La gentillesse peut repousser, même sur un vieux sol. Un après-midi, alors que j'arrosais les plantes sur la terrasse de Marthe, Angèle a appelé. Sa voix était légère comme l'air. « Caroline, je voulais juste vous dire merci. Si vous n'aviez pas cru en nous, cette maison n'aurait pas eu la chance de redevenir un foyer. » J'ai ri. « Non, Angèle, merci à vous de l'avoir transformée en foyer. Je n'ai fait que louer des briques. Vous y avez insufflé l'âme. » Ce soir-là, je me suis assise près de la fenêtre, regardant les lumières dorées se brouiller le long de la rue vide. À l'intérieur, je ressentais une paix étrange. Je ne vivais plus dans cette maison de Valbonne, mais je savais qu'elle était vivante, apprenant aux gens à aimer et à respecter. Dehors, le vent portait l'odeur de la lavande, l'odeur que je pensais autrefois appartenir à la solitude. Maintenant, elle me faisait simplement sourire. J'ai murmuré comme pour moi-même. En effet, parfois les leçons les plus profondes sont enseignées dans la cuisine, et les frais de scolarité sont les années où nous sommes restés silencieux. J'ai fermé la fenêtre et j'ai éteint la lumière. La nuit provençale s'est adoucie, chaude et douce, comme les bras de la vie elle-même, m'apaisant, une mère autrefois oubliée, maintenant vue, entendue et comprise. Le cabinet de thérapie se trouvait dans un petit immeuble de la rue Cézanne, au centre d'Aix-en-Provence. Dehors, des platanes aux feuilles jaunes flamboyantes. À l'intérieur, l'air était imprégné d'huile de lavande et de pin. Au mur était accroché un petit panneau en bois sculpté. La guérison n'efface pas le passé. Elle nous apprend à le porter. J'ai fixé cette phrase pendant un long moment avant que la porte ne s'ouvre. Le docteur Hélène Moreau, une thérapeute familiale dans la cinquantaine, avait un visage bienveillant et des yeux perçants. Elle nous a indiqué 2 fauteuils se faisant face, avec une petite table et des fleurs fraîches entre eux. Étienne s'est assis à gauche et moi à droite. Personne n'a parlé pendant les premières minutes. Hélène a souri doucement. Nous allons commencer par la chose la plus simple. Étienne, pouvez-vous dire pourquoi vous êtes resté silencieux tout ce temps? Étienne a pris une profonde inspiration. J'ai vu ses épaules trembler. Il a parlé lentement, la voix rauque, comme si chaque mot traînait une honte. Parce que j'avais peur, maman. Peur de perdre ma femme. Peur que la famille n'éclate. Peur de la confrontation. Je pensais que si je restais silencieux, les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes. Mais je ne savais pas. Le silence est aussi une forme de trahison. Je n'ai pas parlé tout de suite. Hélène m'a regardée et m'a encouragée d'un signe de tête. J'ai parlé d'une voix basse et égale. Quant à moi, j'ai souffert parce que j'ai été oubliée. Pas à cause de l'argent perdu ou d'une maison perdue, mais parce que chaque matin, je me réveillais et je me sentais invisible dans la famille même que j'avais nourrie. Je cuisinais, je faisais la lessive, je maintenais la paix. Pourtant, personne ne me regardait plus comme une personne. Hélène a écrit quelques lignes, puis a dit « Vous dites tous les deux la vérité, mais la vérité seule ne suffit pas. Vous allez l'écrire. Pas pour moi, pour vous-même. Une lettre d'excuse sincère. Sans défense, sans reproche, seulement des faits et des sentiments. » J'ai regardé Étienne. Il a hoché la tête. Cette séance s'est terminée en silence, juste le grattement des stylos et le bruit des respirations. J'ai vu les yeux de mon fils rougir alors qu'il pliait sa lettre. La semaine suivante, Hélène nous a demandé de lire nos lettres l'un à l'autre. Étienne a déplié sa page, les mains tremblantes. « Maman, je t'ai blessée par mon silence. Je ne t'ai pas défendue parce que j'étais un lâche. Je t'ai laissé être humiliée alors que tout ce que j'avais à faire était de parler.
J'ai oublié que tu m'avais appris à me tenir droit et à dire la vérité. Je suis désolée d'avoir laissé la peur devenir plus grande que la gratitude. Je ne sais pas si tu peux me pardonner, mais je veux recommencer, non pas pour te ramener à la maison, mais pour que tu saches que je suis toujours ton fils. Je suis restée silencieuse un long moment. Hélène a fait un signe de tête dans ma direction. J'ai ouvert ma lettre et j'ai lu lentement, mot par mot. Étienne, je ne te déteste pas. Je suis juste blessée. J'ai cru un jour que l'amour pouvait remplacer le respect, et ce fut ma plus grande erreur. Je t'ai laissé me voir endurer. Alors, tu as pensé que c'était naturel. Je ne te blâme pas. Je veux juste que tu comprennes. L'amour n'a pas besoin de crier, mais il doit avoir des limites. Je te pardonne, mais je ne retournerai pas à l'ancienne vie. Étienne n'a rien dit. Il a juste hoché la tête, les yeux humides. Hélène a souri. C'est un début. En même temps, Madeleine a commencé sa propre thérapie avec un autre spécialiste. Je ne la voyais pas. Mais Hélène me donnait occasionnellement de brèves nouvelles avec le consentement de Madeleine. Elle a dit « Madeleine apprend à faire face à ses peurs. Elle a peur de la pauvreté, d'être méprisée, de ne pas être à la hauteur de sa belle-mère. Depuis son enfance, elle a vécu dans une famille qui mesurait les gens à leur richesse. Cette peur l'a poussée à essayer de tout contrôler. J'ai écouté, ressentant à la fois de la compassion et de la fatigue. J'ai dit doucement « Dites-lui que je n'ai pas besoin qu'elle soit parfaite. J'ai juste besoin qu'elle soit humaine, pas la meilleure, pas la gagnante. » Hélène m'a regardée et a souri. Peut-être que vous apprenez à Madeleine quelque chose que sa propre mère ne lui a jamais appris. Lors des séances suivantes, Étienne et moi avons commencé à parler davantage. Parfois je pleurais, mais ce n'étaient pas des larmes amères, juste une libération. J'ai dit à mon fils « Étienne, je ne retournerai jamais dans cette maison en tant que gouvernante. Si je viens en visite, je suis une invitée. J'ai besoin de limites et tu dois apprendre à les respecter. » Il a hoché la tête et a dit très doucement « Je comprends, maman, et je le ferai. » Après cela, j'ai remarqué un changement. Chaque matin, en préparant mon café, mon téléphone sonnait. Étienne appelait. « Salut, maman. Tu as pris ton petit déjeuner ?» Au début, j'ai ri, pensant qu'il s'était trompé de numéro. Mais il a appelé tous les jours, parfois juste pour demander si je préférais le thé ou le café. Une petite chose, mais ça me réchauffait. Un samedi après-midi, Noé a appelé. « Mamie, je joue dans une pièce à l'école la semaine prochaine. Je suis le loup. Gentil. » J'ai ri au téléphone. Alors je viendrai voir le premier loup gentil que j'ai jamais rencontré. La semaine suivante, je suis allée à l'école. Une petite scène, des lumières chaudes, des enfants dans des costumes maladroits. Étienne et Madeleine étaient assis au milieu. J'ai choisi le fond. Quand Noé m'a repéré, il m'a fait de grands signes de la main. J'ai souri et lui ai fait un signe en retour. Le regard d'Étienne a croisé le mien et il a fait un petit signe de tête, juste assez pour me réchauffer le cœur. Après le spectacle, Madeleine s'est approchée et a dit doucement « Merci d'être venu. » J'ai simplement souri. Je n'avais pas besoin de pardon, juste de la vérité. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email intitulé « De Madeleine ». J'ai hésité, puis je l'ai ouvert. 3 pages, sans fioriture, sans excuse. Caroline, j'ai eu tort. Je pensais que le contrôle était une protection et que celui qui a plus de pouvoir a plus à dire. J'ai oublié que la gentillesse n'est pas dans un contrat de mariage. C'est dans la façon dont nous nous traitons. Je ne m'attends pas à ce que vous oubliiez, seulement qu'un jour vous puissiez me regarder sans ressentir de douleur. Je continuerai la thérapie, non pas pour convaincre qui que ce soit, mais pour apprendre à vivre décemment. J'ai fini de lire et je suis restée assise tranquillement pendant un long moment.
Je n'ai pas répondu. J'ai sauvegardé la lettre, non pas pour menacer, mais pour me rappeler que les gens peuvent changer s'ils réfléchissent vraiment. Le lendemain matin, je me suis arrêtée dans une petite boutique de chaussures au coin de la rue. J'ai acheté une nouvelle paire de baskets bleu sarcelle, la première paire que j'achetais pour moi-même depuis des années. Le vendeur a demandé « Vous allez vous promener ?» J'ai souri. « Oui, à partir de demain matin. » Et je l'ai fait, au lever du soleil, le lendemain. J'ai lacé mes chaussures et j'ai emprunté le sentier de gravier derrière la maison de Marthe. Chaque pas battait régulièrement sur le chemin comme mon propre rythme cardiaque. Sûr, libre et calme. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais une chose avec certitude. Je ne retourne pas en arrière. Je marche vers moi-même. 6 mois s'étaient écoulés depuis la signature de l'accord de copropriété. Le printemps en Provence s'était adouci. La lavande, près de la terrasse de Marthe, fleurissait à nouveau en pourpre. Je vivais tranquillement, tenant mon journal, arrosant les plantes, marchant chaque matin sur le sentier de gravier derrière la maison, mes baskets bleu sarcelle tenant bon comme ma propre paix stable. Ce matin-là, en préparant mon café, j'ai reçu un SMS de Madeleine. « Caroline, si tu as le temps, j'aimerais qu'on se rencontre pour parler. Pas du passé, mais d'un nouveau départ. » Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai accepté. Non par curiosité, mais parce que j'étais assez calme maintenant pour la voir différemment. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café de la rue Galasto, avec des murs couleur argile et de vieilles tables en bois. Quand je suis entrée, Madeleine était déjà là, soignée, simple, sans maquillage, sans marque de luxe. Devant elle se trouvait un dossier soigneusement noué d'un ruban. Elle s'est levée et a fait une petite inclination. « Merci d'être venue. » J'ai hoché la tête, je me suis assise et j'ai attendu qu'elle commence. Madeleine a ouvert le dossier et l'a posé sur la table. Sa voix était plus basse, plus douce, rien à voir avec avant. « Je veux racheter les 60% de la maison. Voici un plan de paiement sur 5 ans, avec un intérêt raisonnable et une garantie sous forme d'actions que je possède dans mon entreprise. J'ai demandé à mon comptable et à mon avocat de le préparer. Chaque terme est légal. » Je suis restée silencieuse, regardant les papiers. La lumière du soleil se déversait par la fenêtre, illuminant la table et soulignant la signature « Madeleine Dubois » en bas. J'ai demandé doucement, sans animosité, juste avec une curiosité sincère. « Pourquoi maintenant ?» Madeleine a levé les yeux sans ciller. « Parce que c'est le bon moment. Ces 6 mois, j'ai beaucoup appris. J'ai vécu aux côtés d'une femme comme Angèle, quelqu'un de pas riche, mais plein de respect de soi. J'ai vu mes enfants être heureux. J'ai vu Étienne changer. Je veux que cette maison signifie ce qu'elle devrait être, un foyer. Mais je ne la veux pas en retour comme une faveur. Je la veux en retour comme une responsabilité. » Sa réponse m'a laissée silencieuse. Non pas parce que j'étais émue aux larmes, mais parce que je reconnaissais une voix différente en elle. Pas d'arrogance, pas de peur, juste la vérité. J'ai ouvert le dossier et j'ai tourné les pages une par une. Les chiffres, les termes et les taux étaient clairs. Madeleine avait tout fait correctement, comme quelqu'un qui avait grandi. J'ai lu attentivement jusqu'à la clause d'engagement. Paiement trimestriel, pas plus de 15 jours de retard. Toute violation annule le droit d'achat. Prudent, solide. Je me suis dit, c'est une autre Madeleine. Je n'ai pas signé sur le champ. J'ai plutôt appelé Amélie et je l'ai rencontrée cet après-midi-là pour examiner le contrat. Amélie est arrivée avec son calme professionnel habituel. Elle a lu chaque ligne lentement, puis a levé les yeux. « Tante Caroline, c'est un contrat valide. Madeleine a engagé un bon avocat. Les termes protègent les 2 parties. » Elle a souri légèrement. « Allez-vous accepter ?» J'ai hoché la tête, puis j'ai dit doucement.
il y a une dernière condition que je veux ajouter. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés au bureau de Maître Leclerc pour signer. Étienne est venu, l'air plus calme et plus ancré qu'auparavant. Angèle est venue aussi, tenant un petit bouquet qu'elle m'a tendu. Nous aimerions rester en tant que locataires officiels si c'est possible. La maison est stable maintenant. Les enfants ont des amis. Nous la considérons vraiment comme notre foyer. J'ai souri et j'ai posé ma main sur la sienne. Angèle, c'est vous qui en avez fait un foyer, bien sûr. Madeleine était assise, attendant ma nouvelle condition. Je l'ai regardée et j'ai parlé d'une voix légère mais claire. Je signerai, mais je veux une condition. Tout le monde dans la maison dînera ensemble au moins une fois par mois. Pas pour se montrer, pas pour contrôler, juste pour se rappeler qu'un foyer n'existe que si ses habitants s'assoient ensemble. Madeleine m'a regardé un long moment. Puis elle a pris un stylo et a écrit cette ligne dans l'avenant d'une écriture nette et inclinée. Dîner en famille une fois par mois. Elle a signé et m'a fait glisser le papier. Accepté. Nous devons cela aux enfants. J'ai regardé Étienne. Il a hoché la tête, les yeux pleins de gratitude. Maître Leclerc a finalisé le tout, puis m'a tendu le stylo. Autre chose que vous désirez, Madame Dubois ? J'ai secoué la tête et j'ai souri. Non, j'ai assez. J'ai signé, d'un trait net, ferme, stable. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais trouvé la lumière après la tempête. Cet après-midi-là, en quittant le bureau, Madeleine s'est approchée et a dit doucement « Caroline, merci de m'avoir donné cette chance. » J'ai répondu lentement « Je ne l'ai pas donnée, Madeleine, tu l'as créée. Je ne me suis juste pas mise en travers de son chemin. » Angèle, à côté de nous, a souri gentiment. « On dirait que vous venez de clore un chapitre où personne n'a eu à mourir. » J'ai ri. Exactement. Seul le respect de soi a pu revivre. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et je me suis préparé une tisane à la camomille. Marthe a levé les yeux de son tricot et a demandé « Tout est réglé, Caroline ?» J'ai hoché la tête. Je me suis adossée et j'ai expiré. Tout est réglé. Pour la première fois depuis des années, je sens que je ne dois rien à personne et que personne ne me doit rien. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Pas de rêve, pas de sursaut, pas de visage de la fête de promotion, pas de voix tranchante de Madeleine, pas de cuisine inondée de larmes, seulement le vent doux sur la terrasse et une trace de lavande. Au lever du soleil, je me suis réveillée comme d'habitude. J'ai préparé mon café et j'ai ouvert la fenêtre. La première lumière s'est déversée, chaude comme une bénédiction. J'ai regardé vers les collines, où la maison de Valbonne brillait à travers la brume. Ce n'était plus une prison, mais la preuve que chaque tempête peut se terminer dans le calme si nous restons fermes. J'ai murmuré comme pour moi-même. « Caroline Dubois, tu as bouclé le cercle de la justice dans ta vie. » Et j'ai souri, un sourire calme et constant, rond comme une lune de fin de printemps. Un mois après la signature du contrat de rachat, j'ai reçu un SMS d'Étienne. « Maman, ce samedi soir, nous avons notre premier dîner familial mensuel, comme dans l'accord. Pourrais-tu venir un peu plus tôt ? Madeleine veut cuisiner elle-même. » Je l'ai lu et j'ai souri. Le temps passe vite. Ce qui ressemblait autrefois à des cendres était sur le point de devenir un repas partagé. Pas de cris, pas de peur, juste un dîner. Une douce excuse de la vie. Cet après-midi-là, Aix-en-Provence brillait d'une lumière dorée. Je portais une robe en lin beige et j'avais apporté un pot de lavande du jardin de Marthe. En conduisant vers Valbonne, je me sentais inhabituellement calme. De loin, j'ai vu la vieille maison, maintenant peinte d'un crème chaud, des pétunias suspendus sur la terrasse et la clôture fraîchement repeinte. Elle avait l'air différente, comme les gens à l'intérieur.
La porte s'est ouverte. Ellie est sortie en courant la première, une queue de cheval haute, gazouillant. « Mamie Caroline est là! Mamie, tu dois t'asseoir à la place tout spéciale !» J'ai ri et je l'ai serrée dans mes bras. À ce moment-là, l'odeur de la pâte et du fromage a rempli l'air, me ramenant des années en arrière, quand cette cuisine me semblait mienne. Mais cette fois, je suis entrée en tant qu'invitée bienvenue. Dans la cuisine, Madeleine portait un tablier, les cheveux en chignon, les mains poudrées de farine. Sur la table se trouvait une lasagne tout droit sortie du four, les bords du fromage légèrement brûlés. Angèle se tenait à côté d'elle, riant. « Un peu de carbonisé, c'est bien. Je t'ai dit que ma recette n'est jamais parfaite, mais elle est toujours mémorable. » Madeleine a ri aussi, un peu timidement. Alors ce soir devrait être très mémorable. J'ai regardé le plat, riche et parfumé, se mêlant au pain à l'ail. Peut-être que la maison n'avait jamais été aussi chaleureuse. Étienne mettait la table pendant que Noé et Marcus se poursuivaient, se disputant les places. Je me suis assise sur la chaise près de la fenêtre, là où je m'installais pendant les matins solitaires, il y a 3 ans. Aujourd'hui, sur le siège, il y avait une petite carte manuscrite. Pour Mamie Caroline. J'ai caressé le carton du bout des doigts et j'ai souri. J'avais enfin une vraie place dans cette maison. Quand tout le monde s'est assis, Angèle a versé de l'eau, joyeuse. « Laissez-moi commencer, puisque je suis responsable du fromage brûlé. » Rire autour de la table. Madeleine a ri aussi, puis m'a regardée. « Caroline, j'ai suivi la recette d'Angèle. Je ne peux pas promettre que c'est excellent, mais c'est honnête. » J'ai hoché la tête. « Tant que tu cuisines avec tes mains et que vous mangez ensemble, c'est bon. » Étienne a coupé la première part et l'a partagée équitablement. Quand il m'a tendu une assiette, il a demandé doucement. « Maman, je pense à réparer le toit de la terrasse. Qu'en penses-tu? Tu l'as fait une fois avec papa, alors je voudrais ton avis. » Je me suis figée une seconde, non pas à cause de la question, mais à la façon dont il l'a posée. Sa voix contenait un réel respect. Je n'étais pas ignorée. J'avais une voix dans ma propre maison. J'ai souri. Prends du composite, pas du bois. Les vents de la région fissurent le bois rapidement. Étienne a hoché la tête et a griffonné une note. Nous avons mangé et parlé. Laïa et Ellie ont raconté des histoires d'école. Noé s'est vanté que son équipe était en demi-finale. Puis, il a sorti une balle de foot de son sac à dos et me l'a tendue. « Mamie, c'est notre ballon signé, par moi et mes coéquipiers. Je veux que tu l'aies. Tu es notre porte-bonheur. » Je l'ai prise, retenant mes larmes. « Merci, Noé. Je la garderai près de la fenêtre, où la lumière est la plus vive. » Puis Ellie a sorti une aquarelle. Une femme plus âgée, sur le pas d'une porte, avec une lumière chaude derrière elle. En dessous, en lettres maladroites. « Mamie Caroline, la gardienne de la lumière. » La pièce est devenue silencieuse. J'ai posé ma main sur le papier, la voix tremblant un peu. « Merci, Ellie. Cette lumière n'est pas la mienne. Elle appartient à cette maison. J'ai juste aidé à ce qu'elle ne s'éteigne pas. » La chaleur est revenue. Les rires ont repris. Madeleine était assise en face de moi. Quelque chose de différent dans ses yeux. Pas de tension, juste de l'honnêteté. Elle a posé sa fourchette et a parlé lentement, clairement. « Caroline, je veux dire ceci devant tout le monde. » Elle s'est tournée vers Étienne, puis les enfants. « Je suis désolée. Je t'ai rabaissé et je t'ai blessé. Aucune raison n'est suffisante pour l'excuser. J'espère juste réapprendre à être une personne décente. » Personne n'a parlé pendant quelques secondes. Je l'ai regardé et j'ai hoché la tête. Plus de mots ne sont nécessaires. Ce qui compte, c'est que tu l'aies dit. Madeleine a baissé la tête et Angèle lui a tapoté l'épaule en souriant.
Puis Angèle m'a regardé et a levé son verre. Je veux dire quelque chose. Pour moi, Caroline est une ancre dans le vent. Elle ne tire personne vers le bas. Elle empêche ceux qui l'entourent d'être emportés. J'ai ri doucement. Une ancre dans le vent. Triste et beau à la fois. Merci Angèle. Le repas s'est terminé avec les enfants chantant faux, le cliquetis des couverts et les rires remplissant la cuisine. Il n'y avait plus de victimes ni de bourreaux, seulement des gens qui réapprenaient à vivre gentiment. Le lendemain après-midi, Amélie est passée avec le premier versement de Madeleine. Elle a posé l'enveloppe sur la table et a souri. C'est peu, mais c'est à temps. Maître Leclerc dit que c'est le début de ce que le monde juridique appelle la justice réparatrice. Tu as fait ce dont beaucoup ne font que parler. J'ai souri, prenant l'enveloppe sans l'ouvrir. Je n'ai pas besoin de savoir combien. J'ai juste besoin de savoir qu'ils ont tenu parole. Ce soir-là, j'ai posté une nouvelle photo. 2 familles, moi, Étienne, Madeleine, Angèle et les 4 enfants autour de la table du dîner. Une lumière chaude sur des visages rieurs. Pour la première fois, j'étais sur la photo, pas en train de tenir l'appareil. Ma légende, le respect réchauffe un foyer, pas le sang. En quelques minutes, des centaines de commentaires et de partages. Je ne les ai pas tous lus. J'ai posé le téléphone, j'ai siroté mon thé et j'ai regardé l'image. La lumière était douce maintenant, sans éblouissement, sans douleur cachée. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai vu le premier chèque de Madeleine. Pas assez pour la facture d'électricité, peut-être pour quelques plantes en pot, mais le soulagement m'a envahi jusqu'aux os. Cette nuit-là, le clair de lune s'est déversé par ma fenêtre, alors que je fermais les yeux. Je savais que le pardon n'efface pas le passé, mais il ouvre la porte pour que l'avenir puisse respirer. Et dans le rythme régulier de ma propre respiration, j'ai vu clairement, enfin. J'avais vécu assez longtemps pour être témoin de ce en quoi je croyais. La justice n'est pas toujours un verdict. Parfois, c'est juste une chaise gardée pour vous à table. Près de 2 ans ont passé depuis la nuit où j'ai quitté la maison de Valbonne. Ma vie est maintenant petite, calme, et juste assez, comme mon appartement au 3e étage surplombant la place d'Aix-en-Provence, où les matins sont pleins de soleil et les soirs remplis de guitares de rue. Je me lève tôt, j'ouvre la fenêtre pour la brise. Je me fais une tasse de café et je regarde la lumière grimper sur la montagne Sainte-Victoire. Au loin, les cloches de l'église sonnent, se mêlant à l'odeur de pain grillé du café du coin. Ma vie n'est plus bruyante, pas de bruit de colère, juste le battement lent et doux de la paix. J'anime un cours de tricot communautaire au centre culturel de la ville. Des femmes plus âgées se rassemblent chaque mardi matin, tricotant et racontant des histoires. Certaines sont divorcées, certaines veuves, certaines apprennent encore à pardonner à leurs enfants. J'écoute, puis je partage ma propre histoire, non pas pour me plaindre, mais pour montrer que partir au bon moment est aussi une façon d'aimer. Les versements de Madeleine arrivent toujours sur mon compte dans les délais. J'ajoute un peu d'épargne et je vis juste bien. Ni manque, ni excès. J'achète des fleurs chaque week-end et je paie le cours d'art que j'ai toujours voulu suivre. La liberté à cet âge, ce n'est pas de s'envoler loin. C'est de se tenir debout, stable et silencieuse. Étienne me rend toujours visite chaque dimanche. Nous buvons du café sur le balcon et nous parlons de football et du fait que Noé va bientôt entrer au collège. Madeleine envoie parfois des photos de nouveaux plats qu'elle essaie. Lasagne, soupe de potiron, poulet rôti au miel. Plus d'ordre, juste un simple partage de quelqu'un qui veut maintenir un lien. Une fois, elle a texté « J'ai refait un vieux plat, mais avec moins de sel. » Étienne dit que ça a un goût plus doux, comme la façon dont j'apprends à parler.
J'ai ri et j'ai répondu « Moins de sel, plus de cœur ». Noé et Ellie grandissent vite. Ils envoient des cartes d'anniversaire et appellent en vidéo chaque week-end. Parfois, ils disent juste « Mamie, je t'aime ». C'est tout. Et le monde entier se réchauffe en moi. Le contrat de rachat est toujours respecté, trimestre après trimestre, comme promis. Je conserve toujours le droit de l'arrêter si quelqu'un oublie le respect, non pas pour menacer, mais pour leur rappeler que la gentillesse a besoin de limites. Je n'ai jamais eu à utiliser ce droit. Ils comprennent maintenant. Ils savent que le respect est le véritable fondement d'un foyer. Sur le mur de mon petit appartement est accroché un cadre en bois clair. Les deux familles autour d'une table de dîner. Je suis au milieu, tenant une tasse de thé, souriant doucement. Pas de regard suspicieux, pas de distance. Juste une mère, une amie, une personne qui est sortie de l'ombre et s'est retrouvée visible. C'est la première photo que j'accroche sans que mon cœur ne se serre. Un soir, en écrivant dans mon journal, je me suis écrit à moi-même « Merci Caroline d'être partie au bon moment pour pouvoir revenir à toi-même, d'avoir choisi le respect de soi plutôt que le silence, de croire que l'amour exige des limites. J'ai fermé le carnet et j'ai ouvert la fenêtre. L'air provençal s'est engouffré, frais et pur, avec des odeurs de lavande et un peu de poussière du désert. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. La liberté a l'odeur de ce vent, de courage et de gratitude. Je n'ai pas détruit une famille. Je les ai forcés à réapprendre à aimer avec des limites, avec de la gratitude, avec du respect. Ils sont toujours une famille. La différence, c'est que maintenant ils écoutent, s'excusent et se tiennent les uns aux autres avec honnêteté. J'étais autrefois la mère mise à l'écart de la table. Maintenant, je suis celle au milieu, écoutée et appelée par mon nom. Non pas parce que je les ai changés, mais parce que j'ai changé ma façon de me tenir. Chaque matin, quand la première lumière se déverse, je souris à nouveau. D'autres ne voient peut-être qu'une vieille femme vivant seule dans un petit appartement. Mais je sais que je vis dans une maison construite sur le respect de soi. Si vous êtes toujours là avec moi, merci. Vraiment, tout le monde ne reste pas jusqu'à la fin d'une histoire. Surtout une histoire sur les blessures douces, les blessures familiales que tant d'entre nous ont connues. Si vous entendez cela maintenant, quelque part dans votre cœur, vous savez probablement ce que c'est que d'être oublié, ignoré, ou d'être fort quand personne ne se tenait à vos côtés. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Où que vous soyez, une chambre silencieuse à Paris, une petite maison en Bretagne, ou, de l'autre côté de l'océan, si vous écoutez, je me sens déjà accompagnée. Laissez-moi un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez, pour que je puisse imaginer jusqu'où cette voix a voyagé et combien de cœurs elle a touché. Et si cette histoire vous a apporté un peu de chaleur, ou vous a rappelé la valeur du respect, du courage et de l'amour avec des limites, s'il vous plaît, aimez, commentez ou abonnez-vous. Non pas pour compter les vues, mais pour que des histoires comme celle-ci puissent continuer à être racontées pour tous ceux qui essaient de rester stables dans leur propre tempête. Parce que parfois, un seul mot partagé suffit à réchauffer un cœur qui a eu froid pendant très longtemps.